RDC la vérité qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Rwanda, Congo et le mensonge de la guerre qui dure depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on répète au monde que le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, sont pris dans un cycle de guerre. Cette formule, répétée si souvent, est devenue une évidence, 30 ans de guerre. Or, il s'agit d'une dangereuse distorsion. Ce que la région a enduré, ce ne sont pas 30 ans de guerre entre égaux, mais 30 ans de déni. Le déni que les forces génocidaires vaincues au Rwanda en 1994 ont pu survivre, se regrouper et prospérer sous couvert international au Congo. Le déni que les casques bleus et les experts internationaux, chargés de protéger les civils et de dire la vérité, se sont au contraire rendus complices du maintien de l'instabilité. Le déni que les gouvernements congolais successifs ont collaboré avec ces forces, tandis que les institutions occidentales ont déformé la réalité pour présenter les victimes comme des bourreaux. Cela relève en fin de compte du déni du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et, simultanément, d'un soutien aux auteurs de ce génocide et aux puissances occidentales qui les soutiennent. Cette inversion du récit qui transforme les auteurs du génocide en victimes et le Rwanda en agresseurs, est si persistante qu'elle structure désormais les débats internationaux au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les dernières sessions à New York et à Genève ont illustré ce même schéma. Le gouvernement de Félix Tshisekedi, qui a intégré des milices génocidaires et a même eu recours à des mercenaires étrangers, a été épargné par tout examen, tandis que le Rwanda était une fois de plus présenté comme l'acteur déstabilisateur. De telles distorsions ne sont pas seulement insultantes, elles sont dangereuses. Elles perpétuent l'impunité, enhardissent les forces génocidaires et condamnent des millions de Congolais à des souffrances continues. 1994. Le crime que le monde a vu mais a choisi de ne pas arrêter la vérité commence en 1994, lorsque le Rwanda a sombré dans le génocide le plus rapide du XXe siècle. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été pris au dépourvu. Il disposait de rapports du commandant de la force de maintien de la paix de l'ONU au Rwanda. Il était au courant des discours de haine diffusés par des stations de radio extrémistes. Il savait que des milices s'armaient et s'entraînaient ouvertement. Pourtant, lorsque l'avion présidentiel a été abattu le 6 avril et que la machine génocidaire s'est déclenchée, le Conseil a tergiversé. Pendant 100 jours, plus d'1 million de Tutsis ont été traqués et massacrés sous le regard passif de la soi-disant communauté internationale. Lorsque le génocide fut stoppé par le Front patriotique rwandais, les responsables ne furent pas démantelés. Au contraire, ils furent escortés au Zaïre, sous protection militaire française, et bénéficiaires de l'asile politique accordé par le régime de Mobutu. Ce fut une trahison sidérante. Les Alliés, après la Seconde Guerre mondiale, auraient-ils toléré qu'une armée nazie se regroupe en Suisse ou en Autriche, se réarme et lance des raids transfrontaliers? La question est rhétorique. Ce qui était impensable en Europe était toléré en Afrique. 30 ans de déni, les vestiges du régime génocidaire se sont reconstitués en nouveaux groupes armés, notamment les FDLR. Ils ont lancé des raids au Rwanda, déstabilisé l'Est du Congo et se sont immiscés dans les conflits locaux. Le Rwanda et d'autres États africains ont été entraînés dans des guerres pour les neutraliser, mais la communauté internationale a systématiquement refusé d'en reconnaître la cause profonde. Au lieu de cela, elle a adopté le raccourci facile de 30 ans de guerre entre le Rwanda et le Congo, occultant ainsi le rôle des forces génocidaires et la complicité de leur soutien. Le refus d'affronter cette vérité a des conséquences. Il alimente le mythe selon lequel l'instabilité dans l'Est du Congo serait une exportation rwandaise plutôt que la conséquence directe de l'accueil d'acteurs génocidaires. Il permet aux dirigeants congolais, de Laurent Kabila à Félix Tshisekedi, d'instrumentaliser les FDLR à des fins politiques, tout en désignant le Rwanda comme bouc émissaire dès que leurs échecs internes sont mis en cause. Enfin, il encourage les chancelleries occidentales et les responsables de l'ONU à se dédouaner en s'en prenant à la cible la plus commode. MONUSCO. Une mission qui a multiplié les groupes armés depuis 1999, les Nations Unies ont déployé en RDC leur plus importante mission de maintien de la paix, la MONUC, rebaptisée par la suite MONUSCO. Son bilan est accablant. À ses débuts, la mission ne comptait que 4 groupes armés actifs au Congo. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 200. Lorsque Tshisekedi a pris ses fonctions de président, il n'y en avait que 28. Cette explosion du nombre de groupes armés s'est produite sous la responsabilité de la MONUSCO. Plus accablant encore est son lien avec les forces mêmes qu'elle était censée neutraliser. La MONUSCO n'a jamais démantelé les FDLR. Parfois, elle a même coopéré avec elles. Les atrocités continuent de se produire dans la province d'Ituri malgré l'importante présence de la MONUSCO. Et pourtant, année après année, le Conseil de sécurité mandate des « experts de l'ONU »
pour faire rapport sur la situation. Ces rapports, opaques quant à leur recrutement et leur méthodologie, ont systématiquement détourné les responsabilités de la MONUSCO et du gouvernement congolais, tout en reportant les soupçons sur le Rwanda. Loin d'être impartiaux, ils ont contribué à construire et à ancrer le récit mensonger présentant le Rwanda comme l'agresseur. L'escalade calculée de Tshisekedi Félix Tshisekedi n'a pas seulement hérité de ce système de négationnisme, il l'a activement renforcé. Son gouvernement a intégré les FDLR à l'armée congolaise, multiplié les milices locales connues sous le nom de Maï Maï, rebaptisées plus tard Ouazalando, pour échapper aux critiques internationales, et a même eu recours à des mercenaires étrangers. La Roumanie, membre de l'OTAN, a envoyé un contingent qui a été capturé lors de la chute de Goma. Les États-Unis, par l'intermédiaire d'Eric Prince, fondateur de la tristement célèbre Blackwater, en ont fourni un autre. Ni l'ONU, ni l'UE, ni l'Union africaine, qui a formellement interdit le recours aux mercenaires en Afrique en 1977, n'ont émis la moindre condamnation. L'hypocrisie est sidérante. Le Rwanda est critiqué pour ses actions défensives visant à protéger ses frontières des milices génocidaires, tandis que le gouvernement congolais bénéficie d'une totale impunité pour collaborer avec ces mêmes milices et employer des mercenaires occidentaux. Il ne s'agit pas de neutralité, mais de complicité. La manipulation des nombres et de la mémoire, la distorsion dépasse le cadre politique pour toucher à la mémoire elle-même. L'affirmation souvent répétée de « millions de morts au Congo » trouve son origine dans le tristement célèbre « rapport de cartographie » de l'ONU couvrant la période 1993 à 2003. Ce document était tellement truffé de failles méthodologiques qu'il ressemble davantage à un pamphlet politique qu'à une étude scientifique. Son objectif était clair, gonfler les chiffres de manière à incriminer le Rwanda, tout en occultant les causes structurelles des décès au Congo, l'effondrement de l'État, la corruption et l'abri de groupes armés. Ce document était tellement truffé de failles méthodologiques qu'il ressemble davantage à un pamphlet politique qu'à une étude scientifique. Son objectif était clair, gonfler les chiffres de manière à incriminer le Rwanda, tout en occultant les causes structurelles des décès au Congo, l'effondrement de l'État, la corruption et l'abri de groupes armés. Oui, des milliers de personnes ont péri au Congo, victimes de violences directes, de déplacements de population, de maladies évitables. Mais exagérer ces chiffres à des millions hors de leur contexte et attribuer les responsabilités de manière sélective relève non seulement d'une mauvaise analyse, mais aussi d'une faute morale. Cela efface les véritables victimes, notamment les Congolais Banyarwanda, déplacés et pris pour cible depuis plus de 30 ans. Et cela permet aux responsables politiciens congolais, fonctionnaires de l'ONU et leurs complices internationaux de se dédouaner. Genève, New York et l'inversion de la vérité, tous ces éléments convergent aujourd'hui. Lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, et au Conseil des droits de l'homme à Genève, le même scénario s'est répété. Le gouvernement de Tshisekedi a organisé des événements parallèles et des interventions visant à présenter le Rwanda comme l'agresseur, avec la complicité des responsables de l'ONU. Le rôle des FDLR a été minimisé. Les échecs de la MONUSCO ont été passés sous silence. Le recours à des mercenaires n'a jamais été évoqué. Au contraire, le renversement du récit a été total. Le Rwanda, pays qui a mis fin à un génocide et qui a passé 30 ans à défendre ses frontières contre les derniers éléments du génocide, a été présenté comme le déstabilisateur. C'est un spectacle honteux. Mais c'est aussi révélateur. Le système international n'est pas neutre. Il protège ses propres échecs. Il préfère le déni à la responsabilité. Et ce faisant, il perpétue le cycle de violence. L'urgence de la vérité 30 ans plus tard, la question n'est plus de savoir si le monde a failli à son devoir envers le Rwanda en 1994. C'est incontestable. La véritable question est de savoir pourquoi le monde a continué de faire défaut à la région des Grands Lacs pendant 3 décennies, en niant les causes profondes de l'instabilité, en protégeant les responsables et en inversant les rôles de victimes et d'agresseurs. Il est temps de le dire clairement, ces 30 années n'ont pas été une guerre. Ce sont 30 années de déni. Un déni qui a protégé les auteurs de génocide. Un déni qui a permis au gouvernement congolais d'armer des milices. Un déni qui a permis aux casques bleus et aux experts de l'ONU de cautionner la multiplication des groupes armés. Et un déni qui a permis aux chancelleries occidentales de se dédouaner en rejetant la faute sur le Rwanda. Mettre fin à ce déni ne concerne pas seulement le Rwanda. Il s'agit de rendre justice aux civils congolais pris au piège de cycles de violence, abandonnés par leur propre État et trahis par la communauté internationale. Il s'agit de demander des comptes aux institutions qui revendiquent une autorité morale tout en pratiquant une cécité sélective. Et il s'agit d'affirmer enfin que les vies africaines,
l'histoire africaine et les vérités africaines ne peuvent être indéfiniment déformées sans conséquence. Si le monde se soucie réellement de la paix dans la région des Grands Lacs, il doit abandonner le mensonge qui perdure depuis 30 ans et affronter la vérité qu'il a trop longtemps ignorée. Tant qu'il n'y parviendra pas, chaque nouvelle résolution à New York et chaque nouvelle déclaration à Genève ne seront que la continuation du déni qui a condamné la région à des souffrances sans fin. Le silence stratégique de la communauté internationale. Et c'est eux qui frappent, au-delà des faits eux-mêmes. C'est la constance du silence international face à des réalités pourtant documentées. Depuis 3 décennies, les rapports, les résolutions et les communiqués se succèdent, mais ils semblent toujours éviter l'essentiel. La responsabilité directe de ceux qui ont laissé se reconstituer une force génocidaire sur le territoire congolais après 1994. Ce silence n'est pas neutre. Il est stratégique. Reconnaître cette responsabilité obligerait les grandes puissances à reconnaître leur propre faillite morale, politique et juridique. Les États qui dominent le Conseil de sécurité préfèrent donc un récit simplifié, presque confortable. Une région naturellement instable, des conflits ethniques ancestraux, des responsabilités partagées. Ce langage dilue la culpabilité et empêche toute lecture historique rigoureuse. En réalité, ce choix du flou protège des décisions précises prises à des moments précis. Le retrait de la MINUAR en 1994, l'escorte des forces génocidaires vers le Zaïre, l'absence de désarmement réel des camps, puis la normalisation progressive de groupes armés issus de cette matrice génocidaire. Ce silence stratégique a un prix. Il a transformé la RDC en espace de non-droit international, où les principes affichés à New York ou à Genève ne s'appliquent plus. Il a aussi envoyé un message dangereux. Certains crimes peuvent être relativisés, certains génocides peuvent être instrumentalisés, selon les intérêts géopolitiques du moment. À côté des institutions onusiennes, un autre acteur a joué un rôle central dans la construction et la diffusion du récit biaisé. Certaines ONG internationales et une partie des médias occidentaux. Présentées comme des voix morales indépendantes, elles ont pourtant souvent repris, sans esprit critique, les chiffres, les formules et les cadres d'analyse produits par les mêmes cercles onusiens. Le problème n'est pas la dénonciation des souffrances congolaises, celles-ci sont réelles, massives et inacceptables, mais leur instrumentalisation narrative. En insistant presque exclusivement sur la responsabilité extérieure, notamment rwandaise, ces ONG ont contribué à invisibiliser les responsabilités internes. Corruption systémique, instrumentalisation des milices, abandon volontaire de certaines populations, détournement de l'aide humanitaire. Cette approche a aussi nourri un marché humanitaire permanent, où la crise devient une ressource en soi. Tant que le conflit est présenté comme insoluble et structurel, tant qu'il est détaché de ses causes réelles, il justifie une présence internationale prolongée, des budgets reconduits, des missions renouvelées, sans jamais poser la question fondamentale de l'efficacité ou de la responsabilité. Pour les gouvernements congolais successifs, cette architecture du déni a offert une opportunité politique inespérée. En se présentant comme victimes permanentes d'agressions extérieures, ils ont pu esquiver les débats internes sur la gouvernance, la réforme de l'armée, la justice, la corruption et la cohésion nationale. Chaque crise devient ainsi un outil de mobilisation nationaliste, chaque accusation contre le Rwanda un moyen de détourner l'attention des échecs structurels. Sous Félix Tshisekedi, cette stratégie a atteint un niveau inédit de sophistication. Le discours officiel combine victimisation internationale, militarisation interne et externalisation de la violence. Les groupes armés sont rebaptisés, légitimés, intégrés, puis réutilisés sous d'autres noms. Les milices deviennent des « patriotes », les alliances contre nature sont justifiées par l'urgence sécuritaire, et toute critique est dénoncée comme antipatriotique. Ce mécanisme est dangereux, car il détruit les fondements même de l'État. En normalisant la violence non étatique, il affaiblit l'armée régulière. En intégrant des forces génocidaires, il compromet toute possibilité de réconciliation régionale. Et en s'appuyant sur des mercenaires, il délègue la souveraineté à des acteurs privés, souvent opaques et incontrôlables. La question oubliée des Congolais rwandophones. L'un des angles morts les plus graves du récit dominant concerne les Congolais rwandophones, en particulier les Banyarwanda. Pris en étau entre les groupes armés, les discours haineux et l'indifférence internationale, ils sont devenus les victimes invisibles de ces 30 années de déni. Leur simple existence est politisée, suspectée, instrumentalisée. Dans un climat où l'identité est militarisée, être rwandophone au Congo devient une accusation implicite. Des communautés entières sont déplacées, ciblées, privées de droits fondamentaux, sans que cela n'émeuve réellement les institutions censées protéger les minorités. Cette situation rappelle des dynamiques tragiquement familières, la construction progressive d'un ennemi intérieur,
la banalisation du discours de haine, puis la violence normalisée. Ignorer cette réalité, c'est accepter que le génocide ne soit pas seulement un événement du passé, mais un risque récurrent, nourri par le silence et l'impunité. Le droit international, tel qu'il est appliqué dans la région des Grands Lacs, souffre d'un mal profond, la sélectivité. Certains principes sont invoqués avec vigueur, souveraineté, intégrité territoriale, tandis que d'autres sont systématiquement mis de côté, devoir de prévenir le génocide, responsabilité de protéger, interdiction de soutenir des groupes criminels. Cette application à géométrie variable mine la crédibilité même du système international. Elle alimente la méfiance des populations africaines envers les institutions globales et renforce l'idée que le droit international n'est qu'un instrument au service des plus puissants. Dans ce contexte, chaque résolution non suivie d'effets concrets devient une preuve supplémentaire de l'hypocrisie dénoncée. Mettre fin à 30 ans de déni exige plus que des discours. Cela suppose des ruptures claires. La première est la reconnaissance explicite du rôle central des forces génocidaires dans l'instabilité régionale. La seconde est un audit indépendant et transparent du rôle de la MONUSCO et des missions onusiennes successives. La troisième est une conditionnalité réelle de l'aide internationale, liée non pas à des engagements formels, mais à des résultats vérifiables en matière de démantèlement des milices et de protection des civils. Enfin, il faut une réappropriation africaine du récit. Tant que l'histoire de la région sera écrite ailleurs, selon des grilles d'analyse étrangères, le déni persistera. La vérité ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit être portée par ceux qui vivent les conséquences quotidiennes de cette manipulation. Ce qui est en jeu dépasse largement le Rwanda et la RDC. Il s'agit d'un test pour l'ordre international lui-même. Peut-il reconnaître ses erreurs? Peut-il affronter ses propres contradictions? Peut-il accepter que la paix ne se construit pas sur des mensonges confortables, mais sur des vérités parfois dérangeantes? 30 ans après 1994, le refus de nommer les choses reste l'obstacle principal à la paix dans la région des Grands Lacs. Tant que les auteurs de crimes seront protégés par le brouillard diplomatique, tant que les victimes seront instrumentalisées, tant que les institutions internationales refuseront de rendre des comptes, la violence continuera de se recycler sous de nouveaux noms. Dire la vérité n'est pas un acte hostile. C'est un acte de responsabilité. Et sans responsabilité, il n'y aura ni justice, ni paix durable.